Ma belle-mère ne savait pas que je payais le loyer de 4 300 €. Elle a exigé que je parte pour que ma belle-fille et son mari puissent fonder une famille. Le lendemain, j'ai appelé des déménageurs, j'ai tout emballé et je suis parti. En me voyant réellement partir, elle a paniqué, réalisant trop tard ce qu'elle avait provoqué. Le relevé de compte dans mes mains indiquait un solde de 800 €. La fiche de paie de Damien, froissée sur le comptoir de notre cuisine, révélait qu'il avait gagné 1 900 € le mois dernier. Notre loyer à lui seul était de 4 300 €. Le calcul ne tombait pas juste, et soudain, 13 ans de mon mariage ont commencé à prendre tout leur sens. J'ai posé les papiers avec soin, mes doigts tremblant légèrement alors que la réalité me submergeait. Pendant des années, j'avais vécu dans un fantasme soigneusement construit où Damien était le soutien de famille et où je ne faisais qu'aider avec mon travail à temps partiel en pharmacie. Mais ces chiffres racontaient une toute autre histoire. C'était moi qui nous maintenais à flot, et d'une manière ou d'une autre, tout le monde dans cette famille s'était convaincu du contraire. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si dévastatrice. Pas plus tard qu'hier, Eliane s'était vantée du succès de Damien auprès de son club de bridge, en désignant notre spacieux appartement du centre-ville de Lyon avec une fierté évidente. Mon fils travaille si dur pour offrir à sa famille une vie confortable, avait-elle annoncé en servant le café dans les tasses chères que j'avais achetées lors d'une vente de fin d'année aux Galeries Lafayette. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de me rejoindre pour partager ces histoires sur la manière de se défendre. Si vous croyez que les femmes méritent le respect dans leur propre foyer, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Maintenant, voyons comment cela se déroule. Je suis allé dans notre salon et j'ai regardé autour de moi avec un regard neuf. Le canapé d'angle en cuir, où Eliane passait ses après-midi à regarder des feuilletons, avait été acheté avec mes heures supplémentaires après avoir travaillé 3 week-ends consécutifs. La table de la salle à manger, où nous prenions des dîners le plus souvent silencieux, avait été achetée avec l'argent de mes services du soir, quand Damien prétendait travailler tard. Même la cafetière qu'Eliane utilisait chaque matin provenait de ma réduction d'employés à la pharmacie, où j'avais pris des heures supplémentaires pour couvrir nos charges. Il y a 13 ans, debout devant l'autel dans ma simple robe blanche, j'avais cru aux promesses de Damien sur l'acceptation et l'amour. Sa voix avait été si sincère quand il m'avait tenu les mains et juré que mon infertilité n'importerait à personne qui tenait vraiment à moi. Ma famille sera ta famille, avait-il murmuré pendant notre première danse, me faisant tourner lentement tandis que sa mère nous observait depuis la table d'honneur avec ce sourire particulier que j'avais appris à reconnaître. Mais l'expression d'Eliane le jour du mariage aurait dû m'avertir de ce qui allait arriver. Ses félicitations avaient été parfaitement polies, mais il y avait quelque chose de calculateur dans ses yeux, comme si elle planifiait déjà comment minimiser mon rôle dans leur vie. Pendant la réception, elle s'était assurée que chaque invité comprenne que j'étais un remplacement plutôt qu'un choix, décrivant la première femme de Damien, Sophie, comme « l'amour de sa vie », qui nous a donné notre précieuse Justine. Justine, âgée de 10 ans, avait été ma plus grande énigme depuis le début. Damien insistait sur le fait que son silence à mon égard était une adaptation normale de l'enfance, mais je savais que ce n'était pas le cas. Elle bavardait joyeusement avec son père et sa grand-mère, puis devenait complètement silencieuse dès que j'essayais de me joindre à leur conversation. Quand je proposais de l'aider avec ses devoirs ou que je lui posais des questions sur ses amis de l'école, elle me donnait des réponses polies d'un seul mot avant de trouver une excuse pour quitter la pièce. La vérité sur le comportement de Justine est devenue claire lors de la répétition de la pièce de théâtre de printemps de son CM2. Je m'étais porté volontaire pour aider aux retouches des costumes, désespéré de trouver un moyen de me connecter avec ma belle-fille à travers quelque chose qu'elle appréciait. Alors que j'étais à genoux derrière le portant à costume dans l'auditorium de l'école, épinglant des ourlets et ajustant des manches, j'ai surpris une conversation qui expliquait tout. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour être mères, disait Eliane à un autre parent près de la scène, sa voix portant plus loin qu'elle ne l'avait probablement prévu. Elles essaient tellement de s'imposer dans des familles où elles n'ont pas leur place. C'est presque pénible à regarder parfois. L'autre mère a émis un murmure de sympathie, encourageant Eliane à continuer. Ma petite fille a déjà traversé assez de changements. Elle n'a pas besoin d'une autre figure maternelle pour la perturber sur la question de ses loyautés. Les enfants ont besoin de cohérence, pas de quelqu'un qui essaie de remplacer leurs vrais parents. J'ai gardé la tête baissée, faisant semblant de me concentrer sur le travail des costumes tandis que mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Quand j'ai finalement levé les yeux, Eliane me regardait droit dans les yeux avec ce même sourire froid de la réception de notre mariage.
Elle avait su que j'écoutais chaque mot. Ce soir-là, j'ai confronté Damien à propos de ce que j'avais entendu et du comportement de plus en plus distant de Justine à mon égard. Il s'est frotté les tempes comme si je lui donnais mal à la tête, en soupirant lourdement. Maman est juste protectrice envers Justine. Tu dois comprendre, la mort de Sophie a été traumatisante pour tout le monde. Maman est intervenue immédiatement pour aider à élever Justine, et elles ont développé ce lien incroyablement étroit. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le fait que Justine refuse de reconnaître mon existence? Ces dynamiques familiales sont compliquées. On ne peut pas forcer les liens affectifs. Ils doivent se développer naturellement avec le temps. Sauf que le temps n'aidait en rien. Au contraire, le rejet de Justine devenait plus évident et délibéré. Elle avait commencé à m'appeler « la femme de Damien » au lieu d'utiliser mon nom, même en conversation directe. Pendant les dîners de famille, elle demandait à son père de me transmettre des messages plutôt que de me parler directement, bien qu'elle soit assise à seulement 1 mètre de moi. La tromperie financière avait commencé innocemment lors des difficultés professionnelles de Damien, 5 ans après notre mariage. Son cabinet d'architecture a eu des difficultés lorsque l'économie a décliné et que des projets de construction ont été annulés dans toute la ville. Ses chèques de paie sont devenus irréguliers et nettement plus petits, tandis que nos dépenses restaient les mêmes. C'est juste temporaire, n'arrêtez pas de me rassurer Damien alors que je prenais des services supplémentaires à la pharmacie. Le marché va bientôt rebondir et les choses reviendront à la normale. Au début, cela ne me dérangeait pas de travailler plus longtemps. Le travail à la pharmacie me donnait un but et de l'indépendance. De plus, j'aimais sincèrement aider les clients avec leurs médicaments et leurs questions de santé. Ce qui me dérangeait, c'était la rapidité avec laquelle Damien et Eliane semblaient oublier mes contributions accrues aux finances de notre ménage. Lorsque les voisins complimentaient notre appartement ou nos nouveaux achats, Damien souriait modestement et faisait des commentaires vagues sur le fait de s'en sortir raisonnablement bien dans sa carrière. Eliane rayonnait de fierté maternelle et disait aux gens à quel point son fils travaillait dur pour assurer la sécurité de sa famille. Aucun d'eux ne mentionnait les 45 heures par semaine que je passais à la pharmacie pour rendre possible leur style de vie confortable. Mon premier achat secret majeur a été notre ensemble de salles à manger. Damien s'était plaint pendant des mois de notre vieille table, affirmant qu'elle avait l'air bon marché et le mettait dans l'embarras lorsque des collègues venaient dîner. J'ai passé des semaines à rechercher des options de meubles et j'ai économisé assez d'argent pour acheter une belle table en bois massif avec 6 chaises assorties. Lorsque le camion de livraison est arrivé, Damien a supposé que sa dernière commission avait été plus importante que prévu. C'est fantastique, a-t-il dit en passant sa main sur la surface polie. Je suis vraiment content que nous ayons enfin pu nous permettre d'améliorer notre salle à manger. Je n'ai pas corrigé sa supposition. Il semblait anodin de le laisser maintenir sa fierté de soutien de famille pendant que je contribuais tranquillement à notre bonheur commun. Mais cette petite tromperie est devenue une habitude qui s'est développée et complexifiée avec le temps. Le canapé d'angle en cuir provenait de 3 semaines d'heures supplémentaires. Le nouvel ensemble laveuse-sécheuse a nécessité 1 mois de service le week-end. Le téléviseur de 65 pouces dont Eliane aimait se vanter auprès de ses amis m'a coûté 2 mois d'heures du soir, mais elle attribuait cela à la récente promotion de Damien chaque fois que quelqu'un posait la question. Finalement, je payais la totalité de notre loyer mensuel de 4 300 € sans que personne ne le sache. Lorsque les revenus de Damien ont chuté à presque rien pendant sa pire période, j'ai discrètement arrangé avec notre propriétaire pour gérer les paiements directement. Je leur ai demandé de continuer à adresser les relevés à Damien pour éviter des questions embarrassantes sur nos arrangements financiers. Vivre ce mensonge élaboré est devenu épuisant, mais je me suis convaincu que c'était temporaire et nécessaire pour l'harmonie familiale. Je me suis dit que ces sacrifices financiers finiraient par payer en termes d'acceptation familiale. Mais Eliane avait d'autres projets pour mon avenir. La destruction systématique de mon estime de soi a commencé par de petites exclusions qui se sont transformées en cruauté calculée au fil des années qui ont suivi. Le premier coup dur est survenu lors de la réunion parents-professeurs de la seconde de Justine. J'avais demandé mon après-midi de congé à la pharmacie, ce que je faisais rarement car nous avions besoin de chaque heure de mon revenu. J'ai même acheté une nouvelle robe bleu marine, voulant avoir l'air professionnel en rencontrant les professeurs de Justine pour la première fois en tant que sa belle-mère. J'ai préparé une liste de questions réfléchies sur ses progrès scolaires et sa préparation à l'université, sincèrement excité d'être incluse dans cet aspect important de sa vie. J'étais dans notre couloir, mon sac à main à la main, les clés prêtes, quand Eliane est sortie de la cuisine, portant son plus beau manteau et son sac à main en cuir. « Où vas-tu ?
a-t-elle demandé, l'air sincèrement confuse. À la réunion parents-professeurs de Justine. Ça commence à 3h30. L'expression d'Eliane a changé pour un mélange de pitié et d'amusement. Oh, ma chérie, tu n'as pas besoin de venir. Pour ce genre de choses, la famille de Justine, ça a toujours été juste Damien et moi. Nous avons notre routine, et ajouter une autre personne ne ferait que compliquer la dynamique avec ses professeurs. Les mots ont atterri comme des coups physiques. J'ai regardé par la fenêtre de devant Damien aider sa mère à monter sur le siège passager de sa voiture, aucun d'eux ne se retournant vers moi, debout, seul dans l'appartement que je payais, portant une robe que j'avais achetée spécifiquement pour un événement dont j'avais été exclu à la dernière minute. Ce soir-là, quand ils sont revenus, plein d'histoires sur les excellentes notes de Justine et les compliments de ses professeurs, j'ai demandé à Damien pourquoi il n'avait pas mentionné que je prévoyais d'y assister. Je pensais que maman t'en avait parlé, a-t-il dit, sans me regarder dans les yeux. Elle s'occupe des affaires scolaires de Justine depuis qu'elle est petite. C'est juste plus simple de garder les choses cohérentes. La cuisine est devenue le principal champ de bataille d'Eliane après que Justine a déménagé pour l'université. Pendant des années, elle avait partagé les tâches de cuisine, préparant des repas élaborés et enseignant à Justine des recettes de famille que je n'ai jamais été invité à apprendre. Mais une fois Justine partie, Eliane a annoncé qu'elle était fatiguée de tout ce travail, et les responsabilités culinaires me sont entièrement revenues. Chaque soirée est devenue une performance où Eliane s'asseyait à notre table de salle à manger celle que j'avais achetée et critiquait mes efforts avec un dégoût théâtral. Elle coupait mon poulet avec des mouvements de sciage exagérés, le déclarant plus sec que du carton, avant de repousser son assiette de manière dramatique. Quand je faisais du riz, elle prenait une seule bouchée et annonçait qu'elle n'avait jamais goûté un grain aussi insipide de toute sa vie. La partie la plus cruelle était sa réaction quand je demandais de l'aide. J'ai trouvé sa vieille boîte à recettes un après-midi et j'ai essayé de recréer le rôti de pot-au-feu préféré de Justine, en suivant chaque instruction à la lettre. Quand Eliane l'a goûté, elle a secoué la tête tristement. Ce n'est même pas proche de ce que ça devrait être. Tu fais tout de travers. Pourrais-tu me montrer la bonne façon? J'adorerais apprendre. Certaines personnes n'ont tout simplement pas d'instinct naturel pour la cuisine. On ne peut pas enseigner ce qui n'est pas là. Elle me regardait me débattre dans la cuisine chaque soir, offrant des critiques mais jamais d'aide, transformant la préparation des repas en une preuve quotidienne de mon inadéquation. Quand Damien complimentait ma cuisine, elle l'interrompait avec des commentaires comme « Eh bien, c'est mangeable, je suppose ». Le nettoyage est devenu une autre source d'humiliation constante. Eliane s'est autoproclamée superviseur de mon ménage, menant des inspections quotidiennes avec une précision militaire. Elle passait son doigt le long des plaintes que j'avais frottées à quatre pattes, les déclarant poussiéreuses. Elle dépliait le linge que j'avais passé une heure à organiser, repliant les serviettes avec des mouvements vifs et colériques tout en soupirant de façon dramatique. Ta mère ne t'a clairement pas appris le bon entretien ménager, est devenue son insulte préférée, parfaitement conçue pour attaquer à la fois mes capacités et la mémoire de ma mère décédée. Je la regardais refaire le travail que j'avais déjà accompli, son message clair, rien de ce que je faisais ne serait jamais à la hauteur de ces normes. Elle inspectait la salle de bain après que je l'avais nettoyée, trouvant des taches imaginaires sur les miroirs que j'avais polis jusqu'à ce qu'ils brillent. Elle réorganisait les placards de la cuisine que j'avais soigneusement agencés, prétendant que mon système n'avait aucun sens. Lorsque notre réfrigérateur est tombé en panne par une matinée d'été étouffante, je n'ai pas hésité à en acheter un nouveau. Nous devions conserver notre nourriture, et je savais que les revenus irréguliers de Damien ne pouvaient pas supporter une dépense imprévue aussi importante. J'ai fait des recherches sur les modèles, comparé les prix et organisé la livraison pour le lendemain. Eliane attendait lorsque le camion du magasin d'électroménager est arrivé. Elle a dirigé les livreurs comme si elle avait orchestré tout l'achat, discutant des fonctionnalités et des détails de la garantie comme si elle avait choisi chaque spécification. Cet après-midi-là, je l'ai entendue au téléphone avec sa sœur. Damien nous a surpris avec un magnifique nouveau réfrigérateur hier. En acier inoxydable, avec toutes les fonctionnalités modernes. Il travaille si dur pour offrir de belles choses à sa famille. Le schéma s'est répété avec chaque achat que j'ai fait. De nouveaux rideaux sont devenus l'amélioration réfléchie de la maison par Damien. Un aspirateur de rechange est devenu son cadeau pratique pour faciliter les tâches ménagères. Même de petits articles comme de nouveaux torchons ou des tasses à café étaient crédités à sa générosité et à son bon goût. Je finançais ma propre invisibilité,
achetant confort et commodité pour lesquels d'autres recevaient le crédit pendant que je restais non reconnu. Le comportement de Damien a changé progressivement mais sensiblement durant cette période. Il a commencé à rentrer plus tard chaque soir, prétextant une pression professionnelle accrue et d'importantes réunions avec des clients. Nos conversations sont devenues purement fonctionnelles, discussions sur les dates d'échéance des factures, les réparations ménagères et la coordination des horaires. L'intimité émotionnelle que nous avions partagée autrefois a complètement disparu. Quand j'essayais de parler du traitement que m'infligeait Eliane, ses réponses devenaient prévisibles et dédaigneuses. Maman a beaucoup souffert avec la mort de papa et le départ de Justine. Elle s'adapte juste au changement. Ça fait 13 ans, Damien. De combien de temps d'adaptation a-t-elle besoin? Il soupirait lourdement, comme si j'étais déraisonnablement exigeante. Certaines personnes gèrent le deuil différemment. Tu dois être plus patiente et compréhensive. Notre chambre est devenue un lieu de distance polie. Damien rentrait épuisé, prétextant le stress du travail, et s'endormait immédiatement après le dîner. Les conversations du week-end se concentraient sur des questions pratiques, liste de courses, entretien de la maison, obligations sociales auxquelles nous assistions séparément car Eliane préférait que les événements familiaux restent traditionnels. La prise de conscience la plus douloureuse a été de comprendre que Damien ne voyait sincèrement pas ce qui se passait. Il avait grandi avec la manipulation d'Eliane et considérait son comportement comme une dynamique familiale normale. Quand elle critiquait ma cuisine devant lui, il hochait la tête avec sympathie, comme si ses plaintes étaient des retours raisonnables. Quand elle m'excluait des décisions familiales, il expliquait cela comme une façon de me protéger d'un stress inutile. J'ai commencé à me sentir comme une invitée payante dans ma propre maison tolérée mais pas la bienvenue, utile mais pas appréciée. Chaque matin, je me réveillais dans notre lit, je regardais notre appartement rempli de meubles que j'avais achetés, et je me demandais comment j'étais devenu si invisible dans ma propre vie. La nature systématique de la campagne d'Eliane est devenue claire avec le temps. Elle n'était pas cruelle au hasard, elle détruisait méthodiquement ma confiance et ma place dans la structure familiale. Chaque critique, chaque exclusion, chaque crédit volé pour mes contributions faisait partie d'une stratégie plus large pour prouver que je n'avais pas ma place. Et la partie la plus dévastatrice était à quel point cela fonctionnait bien. Je me noyais dans ma propre invisibilité quand l'appel téléphonique de Justine a tout changé. Le son de notre téléphone fixe sonnant à 7 heures du matin a percé le silence habituel de notre appartement, où Damien et moi nous déplacions l'un autour de l'autre comme des étrangers polis depuis des mois. La voix de Justine a jailli du haut-parleur, le souffle court d'excitation. Grégoire et moi avons des nouvelles. J'ai vu le visage d'Eliane se transformer en temps réel. Les rides de tension perpétuelle autour de ses yeux se sont lissées et sa bouche s'est ouverte dans une surprise et un plaisir sincère. Quand Justine a annoncé sa grossesse, Eliane a littéralement crié, un son de pure joie que je ne lui avais jamais entendu émettre auparavant. Mon premier vrai petit enfant, s'est-elle exclamée en pressant ses mains sur sa poitrine. Oh, Justine, c'est la plus merveilleuse des nouvelles. Tu en es à combien de temps? Pour quand est-ce prévu? Tu te sens bien? As-tu déjà vu un médecin? Les mots, premier vrai petit enfant, m'ont piqué, mais j'ai mis ce sentiment de côté en regardant cette femme qui avait rendu ma vie misérable rayonner soudainement de bonheur. Sa transformation était si complète qu'elle en était surprenante. En quelques minutes, elle arpentait notre salon, faisant des listes mentales et planifiant à voix haute. Il faudra bien sûr transformer ton ancienne chambre en nurserie. Et sécuriser pour le bébé. Tout devra être sécurisé. Oh, les courses que nous devons faire. Berceau, sièges auto, vêtements, jouets, je n'arrive pas à croire que je vais être grand-mère. Pour la première fois depuis des années, Eliane semblait sincèrement heureuse. Et malgré tout ce qu'elle m'avait fait subir, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être que cette grossesse adoucirait son cœur. Peut-être que devenir grand-mère l'aiderait à me voir comme un membre de la famille au lieu d'une intruse. C'est tellement excitant, ai-je dit prudemment, en tâtant le terrain. J'adorerais aider aux préparatifs de toutes les manières possibles. Eliane m'a jeté un bref regard, sa joie s'estompant très légèrement, mais elle a hoché la tête. Il y aura beaucoup à organiser. La frénésie d'achat a commencé dès le lendemain. Eliane est apparue au petit déjeuner avec des magazines, des catalogues et des pages imprimées de sites web pour bébés étalées sur notre table de salle à manger. Elle était réveillée depuis 5 heures du matin, faisant des recherches sur tout, des grenouillères en coton biologique au moniteur pour bébé dernier cri. Nous devons commander l'essentiel tout de suite, a-t-elle annoncé,
encerclant des articles au stylo rouge. Les bonnes choses se vendent vite, et je refuse que mon petit enfant se contente de produits de seconde zone. J'ai regardé notre compte en banque se vider à une vitesse alarmante. Au cours des semaines suivantes, chaque jour apportait de nouveaux colis, un système de poussettes de luxe pour 700 €, un matelas biologique pour 350 €, des vêtements de bébé de créateurs qui coûtaient plus cher par tenue que ce que je dépensais pour moi-même en un mois. Eliane justifiait chaque achat comme étant absolument nécessaire pour la santé et le développement du bébé. Quand j'ai suggéré doucement que Justine et Grégoire pourraient vouloir choisir certains articles eux-mêmes, en particulier les gros achats comme les berceaux et les sièges auto, la réponse d'Eliane a été rapide et cinglante. « Tu ne comprendrais pas la joie de préparer pour son propre petit enfant », a-t-elle dit, sans lever les yeux de son dernier catalogue. Certaines femmes n'ont jamais l'occasion de ressentir cela. C'est ce que font les grands-mères. Nous préparons. Nous subvenons. Nous nous assurons que tout est parfait. L'implication était claire, je n'allais pas vraiment être la grand-mère de ce bébé, donc mon opinion n'avait pas d'importance. Mais malgré la piqûre de ces mots, je me suis retrouvée prise dans l'excitation malgré tout. Après des années à me sentir inutile dans cette famille, voici enfin quelque chose auquel je pouvais contribuer de manière significative. Je me suis porté volontaire pour aider à préparer l'ancienne chambre de Justine, passant mes jours de congé de la pharmacie à vider les placards et à rechercher des options de peinture sans danger pour les bébés. J'ai acheté des livres sur le développement et la sécurité des enfants, surlignant les sections importantes et les laissant stratégiquement dans l'appartement où Eliane pourrait remarquer mes efforts. Le soir, j'ai commencé à tricoter une couverture pour bébé en fil jaune doux, car nous ne connaissions pas encore le sexe. Je travaillais dessus après le dîner en regardant la télévision avec Damien et Eliane, imaginant des réunions de famille où j'aurais enfin un rôle à jouer. Je me voyais comme la belle grand-mère qui apprendrait à cet enfant à faire du vélo ou l'aiderait avec ses devoirs. Peut-être que ce bébé serait le pont qui me connecterait enfin à cette famille. C'est un joli travail, a dit Damien un soir, en remarquant mon projet de tricot. Le bébé chérira cela. Même Eliane a hoché la tête d'un air approbateur. Le jaune est pratique, et les cadeaux faits à la main sont toujours spéciaux. Pendant quelques semaines, je me suis permis de croire que tout changeait. Eliane m'a incluse dans les discussions sur les thèmes de la nurserie et l'équipement pour bébé. Elle m'a demandé mon avis sur la chaise haute offrant les meilleures caractéristiques de sécurité. Lorsque les colis arrivaient, elle me montrait chaque article et m'expliquait pourquoi elle l'avait choisi. Mais la réalité financière est devenue impossible à ignorer. Notre compte d'épargne, que j'avais soigneusement constitué grâce à des services supplémentaires à la pharmacie et à une budgétisation rigoureuse, disparaissait à un rythme alarmant. Nous étions passés d'un fonds d'urgence confortable à devoir de l'argent sur 3 cartes de crédit différentes. Quand j'ai finalement eu le courage d'aborder nos dépenses, la réaction de Damien a révélé à quel point il comprenait peu notre situation financière réelle. Suggères-tu que mes revenus ne sont pas suffisants pour subvenir aux besoins de ma famille ? A-t-il demandé, la voix tendue par une fierté blessée. Je ne critique pas tes revenus. Je dis que nous dépensons plus que ce que nous gagnons, peu importe qui gagne quoi. Maman est excitée pour son premier petit enfant. Elle veut offrir le meilleur au bébé de Justine. N'est-ce pas ce que les familles font les unes pour les autres ? Je l'ai regardé, réalisant qu'il croyait sincèrement que la frénésie d'achat de sa mère était financée par son travail d'architecte. Il n'avait aucune idée que chaque achat pour le bébé provenait de mes chèques de paie de la pharmacie, tout comme tout le reste dans notre ménage. L'illusion était si complète que souligner la vérité détruirait le peu d'estime de soi qui lui restait. Je pense juste que nous devrions fixer des limites, ai-je dit prudemment. Des limites à la joie de ma mère ? À la préparation pour mon petit enfant ? La conversation s'est terminée là, mais le mal était fait. Je pouvais voir le ressentiment dans les yeux de Damien, le sentiment que j'étais avare sur les priorités familiales. Il a commencé à rentrer encore plus tard, évitant complètement les discussions sur l'argent. La tempête parfaite est arrivée 2 mois avant la date d'accouchement de Justine, quand elle a appelé, en pleurant à propos de la perte d'emploi de Grégoire. L'usine où il travaillait depuis 3 ans fermait, et il se retrouvait au chômage avec un bébé en route. Je ne sais pas ce que nous allons faire, sanglotait Justine au téléphone. Notre bail se termine le mois prochain et nous ne pouvons pas nous permettre de le renouveler sans le salaire de Grégoire. Nous allons nous retrouver à la rue avec un nouveau-né. Mon cœur s'est brisé pour eux. Malgré la froideur de Justine à mon égard au fil des ans, elle était encore une jeune femme confrontée à une situation terrifiante.
J'ai immédiatement commencé à penser à des solutions pratiques. Peut-être que nous pourrions les aider à trouver un appartement abordable à proximité, contribuer à une caution, ou aider avec leur premier mois de dépenses. Ne t'inquiète pas, ma chérie, a dit Eliane au téléphone, sa voix apaisante et confiante. Grand-mère trouvera une solution. La famille prend soin de la famille. Après que Justine a raccroché, Eliane s'est assise tranquillement à notre table de cuisine, son expression pensive et calculatrice. Je pouvais pratiquement voir les rouages tourner dans son esprit alors qu'elle envisageait différents scénarios. « À quoi penses-tu » ai-je demandé. Elle m'a regardé avec ce même sourire froid et familier, et soudain, j'ai su que quelle que soit la solution qu'elle élaborait, elle n'inclurait pas mon confort ou mon bien-être. « Je pense à ce qu'il y a de mieux pour Justine et mon petit enfant », a-t-elle dit simplement. Parfois, cela nécessite de prendre des décisions difficiles sur les priorités. La façon dont elle a dit « priorité » m'a serré l'estomac d'une anxiété soudaine. Après des années d'humiliation systématique, je reconnaissais ce ton. Eliane planifiait quelque chose, et j'avais le pressentiment que j'allais découvrir exactement à quel point elle me considérait comme superflu. L'anxiété suscitée par l'expression calculatrice d'Eliane a persisté toute la nuit, rendant le sommeil impossible. Je me suis retourné et retourné, rejouant ces mots sur les « décisions difficiles » et me demandant quelle solution elle prévoyait pour la crise de logement de Justine. Lorsque le mardi matin est arrivé, je me suis traîné jusqu'à la cuisine, m'attendant à une autre journée d'hostilité subtile et d'existence invisible. Au lieu de cela, Eliane était assise à notre table de salle à manger, la posture parfaite, les mains soigneusement croisées devant elle comme si elle dirigeait une réunion d'affaires. Elle ne lisait pas le journal ni ne consultait son téléphone comme d'habitude. Elle attendait simplement, et quelque chose dans son immobilité me donnait la chair de poule. « Nous devons parler » a-t-elle dit avant même que je puisse atteindre ma tasse de café. Le ton était différent de tout ce que je lui avais entendu dire auparavant, pas la critique passive-agressive habituelle ou la déception théâtrale, mais quelque chose de froid et de final. Ma main a légèrement tremblé en versant du café de la machine que j'avais achetée 6 mois plus tôt, celle dont elle s'était attribué le mérite lorsque ses amis du club de bridge étaient venus. « À quoi penses-tu » ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. L'expression d'Eliane était différente de tout ce que j'avais vu en 13 ans de vie avec elle. Ses yeux contenaient une étrange satisfaction, comme si elle avait planifié cette conversation pendant des années et qu'elle était enfin prête à exécuter son plan. La lumière du matin de notre fenêtre de cuisine projetait des ombres vives sur son visage, lui donnant un air presque prédateur. « Puisque Justine et Grégoire doivent fonder leur famille correctement, a-t-elle commencé, la voix stable et professionnelle, tu dois partir. » Les mots ont atterri comme des coups physiques. J'ai posé ma tasse de café avec soin, mon esprit luttant pour traiter ce que je venais d'entendre. Partir ? Qu'est-ce que tu veux dire par partir ? Je veux dire, fais tes valises et quitte cet appartement demain. La façon désinvolte dont elle a prononcé cet ultimatum était à couper le souffle. Elle aurait pu parler de la météo ou me demander de faire les courses, mais ses yeux étaient vifs et concentrés, observant ma réaction avec un plaisir évident. C'est aussi ma maison, Eliane. Damien et moi sommes mariés. Justine a besoin de stabilité pour son enfant. Grégoire a besoin de travail, et Damien peut l'aider à trouver des opportunités dans le domaine de l'architecture. Ils ont besoin d'espace pour construire leur nouvelle vie sans complications. Des complications ? Son sourire était mince et cruel. Tu es superflu dans cette famille depuis des années. Nous n'avons pas besoin d'une autre figure maternelle pour embrouiller les choses. Justine m'a pour la guider, et le bébé aura sa vraie grand-mère. Ta présence ne crée qu'une tension inutile. Je la fixais, mon cerveau refusant d'accepter ce que j'entendais. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte de ma propre maison. Ah non ? Elle s'est adossée à sa chaise, complètement détendue maintenant que ses cartes étaient sur la table. Tu as vécu ici en tant que femme de Damien, mais cet arrangement ne fonctionne pas pour les besoins futurs de notre famille. Demain, c'est ta date limite. 24 heures. Elle me donnait 24 heures pour abandonner la vie que j'avais mis 13 ans à construire, l'appartement que je payais, les meubles que j'avais achetés pièce par pièce avec mon salaire de pharmacienne. Où veux-tu que j'aille exactement ? Ce n'est pas vraiment mon problème. Tu es une femme adulte avec un travail. Je suis sûr que tu trouveras une solution. La cruauté dans sa voix était stupéfiante, mais elle n'avait pas fini. Elle s'est légèrement penchée en avant,
et j'ai pu voir des années de venin accumulées enfin libérées. Toi, l'échec stérile, a-t-elle continué, sa voix gagnant en force face à mon silence choqué. On t'a permis de faire l'expérience d'élever un enfant pendant 13 ans. Sois reconnaissante pour cela. Chaque mot était un poignard soigneusement pointé. Elle a attaqué mon infertilité, mon incapacité à donner des enfants biologiques à Damien, ma valeur même en tant que femme. La façon clinique dont elle a disséqué mes échecs m'a dit que ce discours avait été répété, probablement plusieurs fois. Justine n'a jamais eu besoin de toi. Damien n'a jamais eu besoin de toi. Tu as joué à la poupée avec la famille de quelqu'un d'autre, en prétendant que tu avais ta place ici. Eh bien, le jeu est terminé. J'ai senti mes jambes flageoler légèrement, et je me suis agrippé au comptoir de la cuisine pour me soutenir. Damien m'aime. Nous sommes mariés depuis 13 ans. Le rire d'Eliane était sincèrement ravi, comme si je venais de lui raconter la blague la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. L'amour? C'est ce que tu appelles ça quand ton mari rentre de plus en plus tard chaque soir? Quand il arrête de te parler de quoi que ce soit de significatif? Quand il trouve du réconfort ailleurs? La pièce a tourné autour de moi. De quoi parles-tu? On dirait que Damien en a marre de toi aussi. Peut-être qu'il s'entend bien avec une nouvelle petite amie maintenant. Elle a livré cette information avec une précision chirurgicale, regardant mon visage s'effondrer alors que les implications s'installaient. La façon désinvolte dont elle a mentionné la liaison de Damien m'a dit qu'elle était au courant depuis des mois, peut-être des années. Toutes ces nuits tardives, toutes ces mystérieuses urgences de travail, toutes ces fois où il avait évité mes appels pendant la journée. Tu savais, ai-je murmuré. Bien sûr que je savais. Amandine est adorable, d'ailleurs. Jeune, fertile, capable de donner à Damien la famille qu'il mérite. Ils ont été très heureux ensemble. La trahison était si complète, si accablante que je ne pouvais pas formuler de mots. Damien ne me trompait pas seulement, il construisait une toute nouvelle vie pendant que je payais pour sa vie actuelle. Et Eliane avait tout observé, attendant le moment parfait pour me détruire avec la vérité. Amandine ne connaît pas votre petit arrangement financier, bien sûr. Damien a été assez malin pour maintenir son image de soutien de famille avec elle. Mais une fois que tu seras parti, cela n'aura plus d'importance. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine me tenir au comptoir. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps quoi? Depuis combien de temps Damien la voit? Eliane a fait semblant de réfléchir à la question. Oh, environ 8 mois maintenant. À peu près au moment où tu as acheté ce joli nouveau téléviseur que Damien prétend avoir acheté pour la famille. 8 mois. Pendant que je travaillais des heures supplémentaires pour payer nos dépenses ménagères, pendant que je tricotais des couvertures pour bébé et que je rêvais de trouver enfin ma place dans cette famille, mon mari entretenait une relation avec une autre femme. Les mains tremblantes, j'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro du bureau de Damien. La voix de la réceptionniste était désolée mais claire. Je suis désolé, mais Monsieur Martin est absent du bureau aujourd'hui. Il a pris plusieurs jours personnels cette semaine. Des jours personnels qu'il ne m'avait pas mentionnés. J'ai essayé son téléphone portable, mais il est allé directement sur la messagerie vocale. J'ai rappelé. Messagerie vocale. Damien, c'est moi. S'il te plaît, rappelle-moi. Il s'est passé quelque chose, et j'ai vraiment besoin de te parler. J'ai laissé 3 autres messages, ma voix devenant de plus en plus désespérée à chaque fois. Eliane a regardé ce spectacle pathétique avec une satisfaction évidente, comme si elle appréciait une émission de télévision particulièrement bonne. Il est probablement avec Amandine en ce moment, a-t-elle dit d'un ton conversationnel. Ils passent beaucoup de temps ensemble dans ce petit hôtel du centre-ville. L'hôtel Mercure, je crois. Je me suis affalé sur une chaise à la table de salle à manger que j'avais achetée avec mes heures supplémentaires, entouré de fournitures pour bébé que j'avais aidé à acheter, dans un appartement que je finançais secrètement depuis des années. Tout ce que j'avais cru réel, mon mariage, ma famille, ma maison, avait été un mensonge élaboré. Pourquoi? Ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Pourquoi quoi? Pourquoi me dire tout ça maintenant? Pourquoi ne pas simplement laisser Damien demander le divorce? Le sourire d'Eliane était triomphant. Parce que Justine a besoin de cet appartement, et que Damien n'a pas le courage de gérer les conversations difficiles. D'ailleurs, de cette façon, c'est plus efficace.
Tu disparais, Justine et Grégoire emménagent, et tout le monde obtient ce qu'il veut vraiment. Tout le monde sauf moi. J'étais complètement seule, assise dans ma propre cuisine, expulsée de ma propre vie par une femme qui avait passé 13 ans à détruire systématiquement ma confiance et mon estime de soi. Et elle appréciait chaque seconde de ma dévastation. Je suis restée assise dans ma cuisine pendant ce qui a semblé des heures, fixant mon téléphone et attendant que Damien rappelle. Le silence était assourdissant, rompu seulement par les soupirs occasionnels et satisfaits d'Eliane alors qu'elle feuilletait des catalogues pour bébés comme si rien de cataclysmique ne venait de se produire. Les murs de notre appartement, mon appartement, semblaient se refermer sur moi. Je vais faire une promenade, ai-je annoncé, attrapant mon sac à main avant qu'Eliane ne puisse répondre par un autre commentaire cruel. L'air de fin d'après-midi était vif contre mon visage alors que j'errais sans but dans les rues du centre-ville de Lyon. Mes jambes me portaient sans direction consciente, passant devant des boutiques et des restaurants familiers qui contenaient des souvenirs d'une vie que je réalisais maintenant avoir été construite sur des mensonges. Je me suis retrouvé devant le bistrot du coin, un bistrot parisien confortable où Damien et moi avions l'habitude de dîner lors de notre première année dans ce quartier. L'ironie ne m'a pas échappé, cherchant du réconfort dans un endroit qui me rappelait des moments plus heureux avec l'homme qui, apparemment, construisait une nouvelle vie dans mon dos. Mais quelque chose m'a quand même attiré à l'intérieur, peut-être le besoin d'un espace familier où je pourrais penser clairement. L'intérieur était faiblement éclairé et presque vide à cette heure de la journée. Je me suis glissé dans une banquette près de la fenêtre et j'ai commandé un café à une jeune serveuse qui me semblait vaguement familière. Quand elle est revenue avec ma boisson, elle a hésité près de ma table. « Madame Martin ? Vous ne vous souvenez probablement pas de moi, mais je suis Emma. Je travaillais à la pharmacie en bas de la rue avant de commencer ici. » J'ai levé les yeux vers son visage frais et ses yeux gentils, reconnaissante de toute connexion humaine non entachée par des années de manipulation et de mensonges. « Bien sûr, Emma. Comment allez-vous ? Je me demandais ce qui était arrivé quand vous avez quitté la pharmacie si soudainement. » Son expression a changé pour un mélange d'inquiétude et de nervosité. « Madame Martin, je dois vous dire quelque chose. J'ai voulu vous contacter, mais je n'étais pas sûr de devoir m'en mêler. » Quelque chose dans son ton m'a serré l'estomac. « Qu'est-ce que c'est ? » Emma a jeté un coup d'œil autour du bistrot presque vide, puis s'est glissée dans la banquette en face de moi. « Votre mari vient ici régulièrement avec une femme. » « Pas vous. » Les mots ont confirmé ce que je savais déjà, mais les entendre d'un témoin a rendu tout plus réel et dévastateur. « À quelle fréquence ? 2, parfois 3 fois par semaine. Toujours la même banquette au fond. Ils sont très, elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Affectueux l'un envers l'autre. J'ai regardé ma tasse de café, traitant cette information. Depuis combien de temps cela dure ? J'ai commencé à travailler ici il y a environ 8 mois, et ils étaient déjà des habitués à l'époque. 8 mois. Exactement la chronologie mentionnée par Eliane. Pendant que je travaillais des heures supplémentaires pour payer nos dépenses ménagères et que je tricotais des couvertures pour bébé le soir, Damien entretenait une relation avec une autre femme à seulement 6 pâtés de maison de notre appartement. Emma a sorti son téléphone de sa poche de tablier. J'ai pris quelques photos. Je sais que ce ne sont pas vraiment mes affaires, mais vous avez toujours été si gentil avec moi, et ça me semblait mal de ne rien dire. Elle m'a montré l'écran de son téléphone et je me suis retrouvé à regarder des images qui ont brisé les derniers vestiges de mon mariage, Damien et une femme blonde et menue entrant à l'hôtel Mercure du centre-ville, son bras autour de sa taille d'une manière possessive qu'il n'avait pas eue avec moi depuis des années. Une autre photo les montrait dans la banquette du bistrot, penchés l'un vers l'autre pour boire un verre, sa main posée sur sa joue. Alors que je regardais ces images, quelque chose d'étrange s'est produit. Le chagrin écrasant que j'attendais n'est pas venu. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de plus dur et de plus concentré se cristalliser dans ma poitrine, une détermination froide que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Emma, pourriez-vous me les envoyer sur mon téléphone ? » « Bien sûr. »« Et Madame Martin, je suis vraiment désolé. Vous méritez bien mieux que cela. » En rentrant chez moi avec les preuves d'Emma sur mon téléphone, mon esprit a commencé à fonctionner d'une manière qu'il n'avait jamais eue auparavant. Pendant 13 ans, j'avais été la femme accommodante, la pourvoyeuse invisible, la femme qui absorbait les abus et acceptait les miettes. Mais l'ultimatum d'Eliane et la trahison de Damien m'avaient libéré de toute obligation de protéger leurs sentiments ou de maintenir leurs illusions. S'ils voulaient que je parte, je leur donnerais exactement ce qu'ils demandaient.
Mais je ne disparaîtrai pas tranquillement dans la nuit comme un meuble mis au rebut. Je prendrai tout ce qui était vraiment à moi, ce qui, en fin de compte, était tout ce qui rendait leur vie confortable possible. De retour dans notre appartement, Eliane était au téléphone avec Justine, discutant avec enthousiasme des couleurs de peinture pour la nurserie. Elle m'a à peine jeté un regard quand je suis passé, trop absorbé par ses fantasmes de grand-mère pour remarquer le changement dans mon expression. Cette nuit-là, après que Damien ne soit pas rentré chez lui ni n'ait retourné aucun de mes appels, j'ai passé l'appel qui allait tout changer. Déménagement express, ici Jacques. J'ai besoin de planifier un déménagement complet du domicile pour demain matin, ai-je dit, ma voix plus stable qu'elle ne l'avait été de toute la journée. Demain? C'est un préavis assez court, madame. De quelle taille de maison parlons-nous? Un appartement de 3 chambres. J'ai besoin que tout soit déménagé, à l'exception d'un ensemble de chambres et de quelques fournitures pour bébé. Tout le reste? Tout. Meubles, appareils électroménagers, effets personnels. Je veux que l'appartement soit complètement vidé de mes biens d'ici demain après-midi. Alors que je planifiais le déménagement et que j'organisais un entreposage temporaire, j'ai senti un calme étrange s'installer en moi. Si Eliane voulait m'éliminer de l'équation familiale, elle était sur le point d'apprendre exactement ce que mon élimination leur coûterait. J'ai passé toute la nuit à documenter 13 ans de contributions financières, relevés bancaires, relevés de cartes de crédit, reçus de magasins que j'avais gardés pour les garanties. Tout dressait le même tableau. Le canapé d'angle en cuir où Eliane critiquait ma cuisine chaque soir avait été acheté avec mes heures supplémentaires de la pharmacie. Le téléviseur de 65 pouces dont elle se vantait auprès de ses amis. 3 mois de mes services du week-end. L'ensemble de salles à manger où nous avions pris des dîners le plus souvent silencieux. Ma réduction d'employés et des économies prudentes. Article par article, pièce par pièce, j'ai documenté la vérité sur qui avait réellement subvenu aux besoins de cette famille. La laveuse et la sécheuse qui nettoyaient leurs vêtements, le lave-vaisselle qui s'occupait de leur vaisselle, la cafetière qui préparait leur café du matin, le lit où Damien et moi avions dormi, tout cela avait été acheté avec l'argent que j'avais gagné pendant qu'ils vivaient dans l'illusion que Damien était le pourvoyeur. Même les fournitures pour bébé éparpillées dans l'appartement avaient été achetées avec mes cartes de crédit, bien qu'Eliane se soit attribué le plein crédit de chaque achat réfléchi. En emballant mes effets personnels, vêtements, livres, albums photos, la boîte à bijoux qui contenait encore le reçu de ma robe de mariée, je me sentais plus légère à chaque carton scellé. Pendant des années, j'avais porté le poids de la stabilité financière de cette famille tout en ne recevant que critiques et exclusions en retour. Demain, je déposerai enfin ce fardeau. Je n'ai laissé que l'essentiel dont j'aurai besoin pour les prochains jours, ainsi qu'une tenue pour la grande finale de demain. Je voulais avoir l'air professionnel et posé lorsqu'Eliane découvrirait ce que mon départ leur coûterait réellement. À l'aube, j'étais prête. Les déménageurs arriveraient à 8 heures du matin précise. Eliane se réveillerait pour découvrir que tout ce qu'elle avait pris pour acquis était sur le point de disparaître, tout comme la femme qu'elle avait passé 13 ans à essayer d'effacer. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui que j'avais acheté lors de ma première année de mariage, et j'ai regardé le soleil se lever à travers des fenêtres que j'avais payées pour regarder. Après des années à vivre comme un fantôme dans ma propre maison, j'étais sur le point de devenir très visible. On a frappé à notre porte à exactement 8 heures du matin, comme je l'avais demandé. J'étais vêtu de mon plus beau tailleur bleu marine, celui que je portais pour les conférences importantes de pharmacie, les cheveux relevés de manière professionnelle. Je voulais avoir l'air posé et en contrôle pour ce qui allait se dérouler. J'y vais, ai-je crié avant qu'Eliane ne puisse bouger de sa place à la table de la cuisine, où elle mangeait le petit déjeuner que j'avais préparé pour la dernière fois. 3 hommes en uniformes assortis de déménagement express se tenaient dans notre couloir avec des presse-papiers et des expressions confiantes. Le chef d'équipe, un homme trapu nommé Michel, m'a tendu la main. « Madame Martin, nous sommes ici pour le déménagement complet du domicile. C'est le moment parfait. Veuillez entrer. » J'ai ouvert grand la porte et je les ai fait entrer. Derrière moi, j'ai entendu la tasse de café d'Eliane teinter contre sa soucoupe. « Que se passe-t-il » a-t-elle demandé, se levant de sa chaise alors que les déménageurs commençaient à inspecter notre salon avec une efficacité professionnelle. « Je prends tout ce que j'ai acheté, ai-je annoncé calmement, me tournant vers elle. Ce qui, en fin de compte, représente tout, à l'exception de ta vieille commode et des fournitures pour bébé. » Le visage d'Eliane est passé par la confusion,
l'incrédulité et une horreur naissante alors que les déménageurs commençaient leur retrait systématique de notre vie. Michel a dirigé son équipe avec une compétence tranquille pendant que je fournissais un inventaire détaillé de ce qui m'appartenait exactement. Le canapé d'angle va dans le box de stockage 47, leur ai-je dit. Ainsi que la table basse, les tables d'appoint et toutes les lampes. Attends, tu ne peux pas simplement prendre nos meubles. A balbutié Eliane, mais sa protestation semblait faible même à ses propres oreilles. Ce ne sont pas nos meubles. Ce sont mes meubles, achetés avec mon argent de mon travail. J'ai tendu à Michel le dossier de reçu que j'avais organisé la nuit précédente. Tout est documenté ici, date d'achat, mode de paiement, information de garantie. Les regarder emballer et enlever le canapé d'angle en cuir où Eliane avait passé des années à critiquer ma cuisine était étonnamment thérapeutique. Elle est restée figée au centre de notre salon alors que son monde confortable disparaissait littéralement autour d'elle. L'ensemble de salle à manger aussi, ai-je ordonné alors que 2 déménageurs s'approchaient de la table où nous avions mangé tant de dîners silencieux. La table, les chaises et le buffet assortis. C'est insensé, a murmuré Eliane, mais j'ai remarqué qu'elle n'essayait pas vraiment de les arrêter. Au fond d'elle, elle savait que j'avais raison. La cuisine s'est avérée particulièrement satisfaisante. Le lave-vaisselle que j'avais acheté quand notre ancien était tombé en panne est parti. La cafetière qui préparait son rituel matinal. Le micro-ondes qu'elle utilisait pour réchauffer les restes en se plaignant de ma cuisine fraîche. Même le réfrigérateur, le tout nouveau modèle en acier inoxydable dont elle s'était vantée auprès de ses amis du club de bridge il y a à peine 2 semaines. Attends. Qui va payer pour tout ça? A bégayé Eliane, gesticulant frénétiquement vers l'espace de plus en plus vide. Sa panique a été immédiate et complète alors que la réalité de mon départ la frappait. Pendant 13 ans, elle avait vécu dans l'hypothèse confortable que Damien subvenait à leur train de vie. Maintenant, elle voyait cette illusion s'effondrer en temps réel. Je veux dire, comment allons-nous nous permettre de tout remplacer? Comment allons-nous même manger sans réfrigérateur? Cela ressemble à un problème pour les personnes qui vivront ici, ai-je répondu, en cochant des articles sur ma liste d'inventaire pendant que les déménageurs travaillaient. Mais tu ne peux pas nous laisser sans rien. Et la loyauté familiale? Et le soutien mutuel dans les moments difficiles? Je l'ai regardé avec le même sourire froid qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour être des membres de la famille. C'est toi qui me l'as appris. Ces supplications frénétiques ont continué alors que pièce après pièce étaient systématiquement vidées, les meubles de la chambre, la laveuse et la sécheuse, le téléviseur qui avait été la pièce maîtresse de leur divertissement du soir. Tout a disparu dans le camion de déménagement pendant qu'Eliane regardait avec un désespoir croissant. À 10 heures du matin, la clé de Damien tournait dans la porte d'entrée. Il est entré avec Justine et Grégoire, s'attendant clairement à me trouver accablé et prêt à négocier. Au lieu de cela, ils ont trouvé un appartement presque vide et 3 déménageurs emportant mes derniers biens. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? A demandé Damien, sa voix se brisant sous le choc. Je pars, comme ta mère l'a demandé. Et j'emporte mes affaires avec moi. Justine a regardé l'espace vide avec de grands yeux. Mais où allons-nous vivre? Où allons-nous mettre les affaires du bébé? C'est une question intéressante, ai-je dit, sortant le contrat de location que j'avais récupéré dans nos dossiers. Le loyer mensuel pour cet appartement est de 4 300 €, payable le premier de chaque mois. Le visage de Grégoire est devenu complètement blanc en traitant le nombre. 4 300 €? Chaque mois? C'est impossible, a dit Justine. Papa a payé ça tout ce temps. Le silence embarrassé de Damien en disait long. Il se tenait au milieu de notre salon vide, incapable de regarder qui que ce soit dans les yeux, finalement exposé comme l'échec financier qu'il avait été, se cachant derrière mes revenus. Nous ne pouvons pas nous permettre 4 300 € par mois, a dit doucement Grégoire. Mes allocations de chômage ne sont que de 1 100 €, même si je trouvais du travail immédiatement. Eh bien, alors, ai-je dit, en passant mon sac à main sur mon épaule et en me dirigeant vers la porte, je suppose que vous devrez trouver un autre endroit où vivre. Veuillez adresser toute communication future à mon avocat. J'étais presque dans le couloir quand l'inspiration m'a frappé. Je me suis retourné pour faire face à Damien une dernière fois. Oh, et Damien? J'ai des photos intéressantes de toi et Amandine à l'hôtel Mercure. Plusieurs occasions, des images très claires.
Je suis sûr que ton avocat de divorce les trouvera comme des preuves fascinantes de faute conjugale. Le regard de terreur absolue qui a traversé son visage valait 13 ans de souffrance patiente. Derrière lui, Justine a eu un hoquet et Eliane a littéralement reculé. Tu l'as trompé? La voix de Justine était aiguë et incrédule. Pendant qu'elle payait pour tout? Comment as-tu? A commencé Damien, puis s'est arrêté, réalisant que toute explication ne ferait qu'aggraver les choses. Emma au bistrot du coin est très observatrice, ai-je dit nonchalamment. Et apparemment, elle a documenté vos rendez-vous réguliers pendant des mois. Je suis sorti pendant qu'ils traitaient encore cette dernière révélation, les laissant debout dans leur appartement vide avec les fournitures pour bébé comme seul mobilier restant. Le camion de déménagement est parti alors que je m'installais dans ma voiture, 13 ans de biens accumulés enfin sous mon contrôle. Les semaines qui ont suivi ont apporté une série de nouvelles satisfaisantes. Damien a rapidement accepté le règlement du divorce une fois confronté aux preuves photographiques de sa liaison. Justine et Grégoire, incapables de payer le loyer, ont dû retourner dans son studio exigu avec un bébé en route. Le plus délicieux, c'est qu'Amandine, la précieuse petite amie de Damien, ne voulait rien avoir à faire avec le soutien de sa mère âgée ou l'aide pour ses pensions alimentaires croissantes. Eliane, qui avait passé des années à planifier de se débarrasser de moi, s'est soudainement retrouvée face à la possibilité très réelle d'un placement en maison de retraite assistée. La famille qu'elle avait privilégiée au détriment de la décence humaine la plus élémentaire était trop fauchée et dépassée pour lui offrir la retraite confortable qu'elle avait espérée. Mon nouvel appartement près du quartier de la Pardieu était plus petit mais entièrement à moi. J'ai repris le travail à plein temps à la pharmacie, redécouvrant la satisfaction de l'indépendance financière et du respect professionnel. Pour la première fois en 13 ans, je vivais pour mon propre bonheur au lieu de servir des gens qui me considéraient comme superflu. Parfois, la vengeance ne consiste pas à blesser les autres. Il s'agit de s'éloigner des personnes qui n'ont jamais mérité votre générosité en premier lieu. J'avais enfin cessé d'être invisible, et la vue depuis ma nouvelle vie était absolument magnifique. Cette histoire de vengeance ultime vous a fait applaudir? Appuyez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Mon passage préféré a été lorsque les déménageurs ont commencé à tout enlever pendant qu'Eliane regardait, horrifiée, réalisant qu'elle avait vécu à mes crochets depuis le début. Quel a été votre moment préféré? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication.